Aujourd'hui, je prépare l'une des plus vieilles recettes de l'histoire. Âgée de plus de 3750 ans, il s'agit d'une recette babylonienne de ragoût de canassou, créée autour du règne du roi Hammurabi. Donc cette recette, et j'emploie le mot recette au sens très large, fait partie des 25 ragoûts ou bouillons que l'on trouve sur l'une des 4 tablettes culinaires babyloniennes de Yel. Celle-ci a été créée au plus tard en 1740 avant Jésus-Christ, pendant ou juste après le règne de l'un des rois les plus célèbres de Babylone, Hammurabi, un grand conquérant, mais surtout connu pour son code de loi qui a traversé les siècles. J'ai déjà réalisé 2 autres ragoûts à partir de cette tablette, et dans mon esprit, ce n'était pas il y a si longtemps, comme si je venais juste de le faire. Mais en réalité, cela fait plus de 5 ans que je les ai préparés. Les 2 ont été inclus dans le livre de cuisine Tasting History, paru il y a 3 ans. J'ai préparé le tu-ou, un ragoût de betterave, puis un autre ragoût d'agneau au lait. Il y a quelques jours, j'ai aussi fini d'écrire mon 2e livre de cuisine. Il était temps, donc je vous donnerai plus de détails à ce sujet très bientôt. Cela fait un moment que je n'ai rien fait avec ces tablettes. Alors je voulais y revenir pour reparler de l'ancienne Mésopotamie. Maintenant, la recette laisse beaucoup de place à l'interprétation. Elle dit ragoût de canassou, on utilise une cuisse de mouton. Préparez de l'eau, ajoutez de la graisse, du samidou, de la coriandre, du cumin et du canassou. Assemblez tous les ingrédients dans le récipient de cuisson et parsemez d'ail écrasé. Ajoutez ensuite le choucroutinou et la menthe dans la marmite. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas beaucoup d'instructions dans cette recette. Tout d'abord, que signifie préparer de l'eau? Est-ce que cela veut dire simplement recueillir de l'eau, la mettre dans une grande marmite? Faut-il la faire bouillir? Est-ce qu'il faut la purifier, ajouter du sel ou mettre quelque chose de complètement différent? Est-ce qu'il y avait tout un processus qui était tellement courant à l'époque qu'ils n'ont pas ressenti le besoin de l'écrire et maintenant nous ne le savons tout simplement pas et nous ne le saurons jamais? Aussi, même si j'appelle ça un ragoût, on pourrait aussi utiliser le mot bouillon ou soupe. Ça a été traduit par les deux, ou même par sauce, parce qu'en réalité le mot signifie simplement un liquide. Donc ça pourrait être une sauce sur la viande. Il n'y a rien qui soit vraiment précisé dans la recette, donc c'est un peu à moi de décider. Ensuite, ce qui est peut-être le plus frustrant, c'est que certains mots n'ont pas vraiment de traduction, ou alors ils ont été traduits, mais de plusieurs façons différentes. Et personne n'en est sûr à 100%, y compris le nom de la soupe. Canassou, puis samidou et chououtinou. Pour le mot canazou, on sait simplement qu'il s'agit d'une sorte de plante comestible. Certains pensent que c'est un type de blé, comme le blé amidonnier, utilisable en farine pour épaissir la soupe. Mais cela pourrait être autre chose. Je vais néanmoins l'utiliser. Ensuite, il y a le mot semidou, sur lequel la plupart des spécialistes s'accordent à dire qu'il s'agit d'une sorte d'allium, comme une échalote ou quelque chose de similaire. Mais il y a des gens qui pensent en fait que cela signifie de la semoule ou de la farine fine. La raison en est que des mots similaires comme semida dans le Talmud hébreu et semidalis en grec ancien font tous deux référence à de la farine fine, et c'est de là que vient le mot semoule. Et cela pourrait être le cas, mais je me méfie toujours de faire ce genre de supposition parce que ces langues n'ont été écrites que plus de 1000 ans après ce texte, et les mots peuvent beaucoup changer en 1000 ans. De plus, ce n'est pas parce que 2 mots se ressemblent qu'ils ont forcément un lien entre eux. Prenez les mots anglais Iceland et Isle, ils se ressemblent à l'oreille, ils signifient la même chose, et pourtant, ces mots ne sont en réalité pas du tout liés. L'un vient du latin et l'autre d'une origine germanique. C'est un hasard qu'ils sonnent pareil et aient le même sens. Donc, même si samidou peut signifier farine fine, je vais suivre la plupart des chercheurs et opter pour une échalote, principalement parce que cela va simplement ajouter beaucoup plus de saveur que la semoule de blé. Enfin, le mot choucroutinou. Celui-ci aussi cause beaucoup de confusion, parce qu'en réalité, il fait simplement référence à quelque chose qui a été arraché de la terre, une sorte de légume qui a été sorti du sol. Cela pourrait signifier beaucoup de choses. Beaucoup de chercheurs pensent qu'il s'agit d'autre chose, comme un poireau ou quelque chose de similaire. D'autres pensent que c'est plutôt un légume racine, comme un navet, ou même une variété ancienne de carottes. Encore une fois, c'est un peu à vous de choisir. Je vais opter pour un poireau parce que, encore une fois, je pense que ça va apporter plus de saveur qu'un navet. Donc oui, mais il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise réponse, ou alors ce sont toutes de mauvaises réponses. Faites simplement ce que vous voulez dans ce cas.
Mon avis, c'est qu'il ne faut pas prendre ça trop au sérieux, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, ce ne sera pas exactement correct, car nous n'avons tout simplement pas assez d'informations provenant de cette recette ancienne. Alors, amusez-vous bien. Donc, pour cette version amusante de cette recette, ma version de cette recette, il vous faudra 1 litre d'eau, une grosse échalote, 2 cuillères à café de graines de coriandre, 1 cuillère à café de graines de cumin, un quart de tasse ou 30 g de farine d'amidonnier, 2 ou 3 gousses d'ail, un petit poireau, une poignée de feuilles de menthe et quelques morceaux de jarret d'agneau ou de mouton. Assez pour avoir environ 680 g ou 1,5 livre de viande une fois désossée. Ensuite, 1 cuillère à soupe de sel et 3 cuillères à soupe ou 45 g de graisse. Il y a beaucoup d'options pour les matières grasses qu'ils auraient pu utiliser. Cela aurait pu être du beurre, du ghee, du suif, du saindoux, de l'huile de sésame ou de l'huile d'olive venant de la Méditerranée. Ou plus probablement, cela aurait été la graisse d'un mouton à grosse queue. Trouver cette graisse est presque impossible. Je suis certain qu'elle existe, mais je ne l'ai jamais trouvée aux États-Unis. Mais elles sont vraiment populaires au Moyen-Orient. J'ai d'ailleurs pu en goûter quand j'étais en Jordanie, et elles étaient très répandues dans l'Antiquité. En fait, l'une des premières descriptions vient de l'historien grec Hérodote du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui dit « Ils ont de longues queues, pas moins d'1,40 m de long, qui, si on les laissait traîner par terre, seraient meurtris et développeraient des plaies. » Du coup, les bergers savent assez bien bricoler pour fabriquer des charrettes pour la queue de leurs moutons. Les charrettes sont placées sous chaque queue, chaque mouton en a une, puis les queues y sont attachées. Comme je l'ai dit, j'ai finalement pu y goûter lorsque je suis allé en Jordanie le mois dernier, ou il y a 2 mois, et c'est vraiment onctueux, et ça a une saveur très beurrée. Donc puisque je ne peux pas en trouver, je vais utiliser du ghee qui aura une saveur similaire. Commencez donc ce plat en hachant les échalotes et en écrasant l'ail, puis ajoutez les graines de coriandre et de cumin dans un mortier et réduisez-les en poudre. Retirez un maximum de viande d'agneau de l'os et coupez-la en morceaux. Vous pouvez aussi utiliser de la viande à ragoût déjà coupée. Une autre option serait en fait de mettre la jambe entière dans le ragoût et de la faire bouillir avec l'os, puis de la découper plus tard, mais je trouve que cela donne moins de saveur, donc je vais d'abord saisir la viande. Faites fondre un peu de gras à feu vif dans une casserole, ajoutez la viande et faites-la cuire quelques minutes. Remuez et poursuivez jusqu'à ce qu'elle commence à dorer légèrement. Ensuite, retirez la viande de la casserole, ajoutez un peu plus de gras, puis les échalotes hachées. Salez légèrement, mélangez dans le gras et laissez cuire 3 à 4 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien parfumée. Ajoutez environ 2 tasses d'eau dans la casserole et grattez bien le fond pour récupérer toutes les saveurs. Puis laissez mijoter, ajoutez le reste du gras dans la casserole et laissez-le fondre. Une fois que c'est fondu, vous pouvez ajouter la coriandre et le cumin moulu, ainsi que le sel, puis mélangez le tout. Ensuite, ajoutez encore 2 tasses d'eau et la farine, puis mélangez. Un fouet est vraiment utile ici pour éviter d'avoir trop de grumeaux. Laissez ensuite le mélange monter lentement à ébullition, puis vous pouvez ajouter l'ail ainsi que la viande saisie. Réduisez à feu moyen doux, laissez mijoter brièvement, couvrez et poursuivez la cuisson environ 30 minutes. Et de temps en temps, vous pouvez vérifier et voir si vous souhaitez ajouter un peu plus d'eau, si vous voulez quelque chose qui ressemble plus à un bouillon ou une soupe, ou simplement garder l'eau telle qu'elle si vous préférez une consistance plus épaisse, comme un ragoût ou même de la viande dans une sauce. Il n'y a vraiment pas de mauvaise réponse ici parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse non plus. On ne sait tout simplement pas. Nous sommes dans un véritable flou culinaire et je vais devoir faire avec. Pendant que la soupe cuit, hachez la menthe ainsi que le poireau. Je lave toujours mes poireaux, mais après les avoir coupés, il reste parfois de la terre entre les couches. Donc je les rince à nouveau dans l'évier. Ensuite, après que la soupe est cuite pendant environ 30 minutes, vous pouvez retirer le couvercle et ajouter environ la moitié des poireaux et la plupart de la menthe. Mélangez et laissez cuire à découvert 10 minutes ou jusqu'à obtenir la consistance désirée. Comme je l'ai mentionné, cette recette a été écrite à l'époque du règne de Hammurabi, le roi le plus célèbre de l'ancien empire babylonien. À l'école, ce que j'ai surtout appris sur lui concernait son code de loi, comme œil pour œil, dent pour dent, ce genre de choses, des lois assez sévères. Mais il s'avère qu'il avait aussi beaucoup à dire sur la nourriture de la Babylone antique. Avant d'aborder Hammurabi, je voulais vous informer des 3 croisières fluviales que je dirigerai dans l'année et demie à venir. Elles sont tellement amusantes.
C'est vraiment une expérience mêlant gastronomie, histoire, culture et apprentissage. C'est très instructif, mais c'est aussi très amusant. Vous êtes avec moi, et je vous promets d'être un excellent compagnon de voyage. Donc si vous voulez jeter un œil à celle-ci, la première commencera à Paris et descendra la Seine ou remontera la Seine à travers la Normandie, donc vous savez que la nourriture sera excellente. Cela se passe en novembre. Pour vous inscrire, je mets les liens en description. Passons maintenant à Hammurabi. Hammurabi était le 6e roi amorite de Babylone, et il a pris le trône après l'abdication de son père vers 729 avant Jésus-Christ. Mais quand il est devenu roi, Babylone n'avait rien de vraiment spécial. C'était une petite cité-État, et elle exerçait une certaine influence sur quelques autres cités clientes de la région. Mais elle était vraiment entourée de puissances bien plus grandes et n'avait rien à voir avec le grand empire que Hammurabi allait en faire. Car même s'il est surtout célèbre pour son code de loi, Hammurabi fut l'un des grands rois guerriers de l'ancienne Mésopotamie. Mais avant de devenir un grand roi guerrier, il a renforcé Babylone grâce, à la nourriture. Voyez-vous, tout comme dans les premiers niveaux du jeu vidéo Civilisation, un de mes préférés, Hammurabi devait faire de Babylone une puissance économique s'il voulait conquérir les territoires environnants. Et il a fait cela en construisant de nombreux greniers à grains et des canaux partant du fleuve Euphrate, qui empêchaient les inondations de détruire les récoltes. J'ai transformé ces rives des deux côtés en terres cultivées. J'ai amassé des tas de grains. J'ai assuré aux terres un approvisionnement en eau inépuisable. J'ai rassemblé le peuple dispersé, je leur ai fourni des pâturages et de l'eau. Je les ai nourris en abondance et les ai installés dans des demeures paisibles. Et ce n'est qu'après s'être assuré que son peuple avait suffisamment de nourriture qu'il a pu utiliser le surplus de ressources pour constituer une puissante armée qui, en seulement quelques années, a réussi à vaincre les civilisations bien plus puissantes d'Elam, de Larsa, d'Eshnouna et de Mari. Maintenant, certains de ces endroits comme Elam, il ne les a pas vraiment conquis, mais il les a bel et bien vaincus. Et puis d'autres endroits comme Mari, il les a pratiquement rayés de la carte avant d'incorporer leurs terres dans son empire. Si vous vous souvenez de la vidéo de l'année dernière sur le dessert mésopotamien Mersiou, j'ai en fait parlé du grand roi de Mari, Zimrilim. C'était un bâtisseur extraordinaire à sa manière, et il serait passé à la postérité comme l'un des plus grands rois de l'époque si Hammurabi n'était pas venu tout détruire de ce qu'il avait construit. Mais avant cela, Zimrilim a essayé de se mettre dans les bonnes grâces de Hammurabi, en l'abreuvant de vin. Hammurabi, roi de Babylone, m'a écrit pour demander du vin. Ouvre la réserve de vin avec Sidkumazi à côté. Qu'il se purifie les mains, puis qu'il sélectionne 11 jarres de vin rouge de bonne qualité que je bois. Mélange-le dans une seule cuve, remplis 10 jarres de vin rouge, scelle-les avec ce seau que j'ai envoyé, puis donne-les à Badilim pour qu'il les apporte à Hammurabi. Ensuite, fais-moi parvenir une jarre du vin rouge que tu es en train de mélanger. Envoie-la en amont. Malheureusement, le vin n'a pas vraiment marché, car peu après, Zimrilim disparaît des livres d'histoire et Mari est réduite en cendres. Ce n'est qu'après la destruction totale de la plupart de ses ennemis que Hammurabi a pu s'installer et devenir le roi sage et judicieux dont l'histoire se souvient. Ceci est principalement dû à la stèle en diorite de 2,30 m sur laquelle il a inscrit 282 lois. Ce n'est pas le premier code de loi écrit, mais c'était le plus durable et influent du monde antique. À l'école, on apprend surtout sur lui les passages les plus marquants, comme « Si un homme crève l'œil d'un autre, on lui crèvera le sien. Si quelqu'un brise l'os d'un homme, on brisera son os. » Toutes ces lois du genre œil pour œil que l'on associe à la justice antique. Mais en réalité, la plupart des lois sont bien plus banales et traitent de choses comme les subtilités des héritages et du mariage. Et probablement le plus important pour notre système juridique moderne, l'idée que l'on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Voyez-vous, si vous accusiez quelqu'un de quelque chose, vous deviez réellement le prouver. Il y avait une présomption d'innocence et la charge de la preuve incombait à l'accusateur. Il y avait aussi des garanties procédurales. Tout le monde avait le droit de comparaître devant un juge et de plaider sa cause. Et si vous étiez l'accusateur, et qu'il était prouvé que vous aviez menti, que vous aviez tout inventé, eh bien vous étiez puni. Car si un homme a porté un faux témoignage lors d'un procès, ou n'a pas prouvé la déclaration qu'il a faite, si cette affaire est un procès capital, cet homme sera mis à mort. Cela a aussi introduit l'idée que la punition doit être proportionnelle au crime.
Aujourd'hui, les punitions peuvent nous sembler assez sévères, mais l'idée était que la punition ne devait être ni plus ni moins que l'infraction réelle. Et cela nous semble évidemment, vous savez, tout à fait normal aujourd'hui, mais ce n'a pas toujours été le cas. Même 1000 ans après que ce code de loi ait été rédigé, il existait encore des choses comme les lois draconiennes d'Athènes. Celles-ci, mises en place par Dracon, prévoyaient généralement la peine de mort pour presque tout. Par exemple, si vous volez un fruit, peine de mort. Dormir en public expose à la peine de mort. J'y aurais eu droit souvent, m'endormant fréquemment dans le métro à New York. Quant aux lois d'Hammurabi, la raison pour laquelle je voulais en parler ici sur Testing History, c'est parce que beaucoup d'entre elles concernent la nourriture et l'agriculture. Par exemple, si une tenancière de taverne refuse d'accepter du grain comme paiement pour la bière, mais n'accepte que de l'argent, et que le prix de la bière est inférieur à celui du grain, elle sera reconnue coupable et jetée à l'eau. Certaines lois sur les tavernes étaient très strictes. Par exemple, si quelqu'un complote dans votre taverne et qu'il est prouvé que vous en êtes informé et que vous ne le dénoncez pas, alors vous êtes condamné à mort. Et si une sœur de Dieu ouvre une taverne, ou entre dans une taverne pour boire, alors cette femme sera brûlée vive. Ensuite, il y a une grande section du Code de loi qui concerne le travail agricole et qui établit même un salaire minimum pour différents types de travaux agricoles. Il accorde également des protections, ou parfois aucune protection, aux personnes qui travaillent à la ferme ou à celles qui louent des animaux de votre ferme. Par exemple, si vous louez un bœuf ou que vous travaillez avec un bœuf et que vous lui crevez un œil, alors vous devez payer au propriétaire, au fermier, la moitié du prix du bœuf. Et si quelqu'un loue un bœuf et lui casse une corne, lui coupe la queue ou blesse son museau, il devra payer un quart de sa valeur en argent. Ce sont des blessures très spécifiques, ce qui me fait penser qu'elles arrivaient souvent, ce qui est plutôt triste pour le bœuf. De plus, les codes de loi accordent certaines protections aux travailleurs et à ceux qui louaient des animaux qu'ils n'avaient jamais eus auparavant. Par exemple, si quelqu'un loue un bœuf ou un âne et qu'un lion le tue dans le champ, la perte incombe au propriétaire. Il y avait même une clause de force majeure. Si vous utilisez un bœuf et que Dieu le frappe de mort, l'homme qui l'a loué doit jurer devant Dieu et sera considéré comme innocent. Les compagnies d'assurance utilisent encore aujourd'hui cette excuse pour éviter de payer les sinistres. Même si ces lois ne sont pas aussi célèbres que la loi du talion, œil pour œil, elles étaient en fait probablement beaucoup plus utilisées par les gens ordinaires, parce qu'elles régissaient les choses les plus courantes de la vie, à savoir tout ce qui concernait la nourriture. Et c'est parce que Hammurabi prêtait attention à ces affaires plutôt banales qu'il a pu construire et maintenir son grand empire. Malheureusement, ses successeurs ne semblaient pas avoir le même talent, car, en gros, juste après sa mort, ils ont commencé à perdre des terres. Et en seulement quelques générations, il avait essentiellement la même taille qu'au moment où Hammurabi avait pris le pouvoir. Il faudrait attendre encore 1000 ans avant que Babylone ne revienne en force, avec une suite sous Nabuchodonosor II. Mais cette fois-ci, cela n'a duré que quelques décennies. Mais comme je l'ai dit, c'est une histoire pour une autre fois, car cela se passe 1000 ans après Hammurabi, et 1000 ans après que la recette de ce ragoût kanazu ait été écrite. Une fois que le ragoût a atteint l'épaisseur désirée, servez-le avec un peu de poireau cru et de menthe, et il est prêt à être dégusté. Et voilà, ragoût kanazu de l'époque de Hammurabi, l'une des plus anciennes recettes de l'histoire. Bon appétit! C'est délicieux. Alors, c'est presque aussi épais qu'une sauce, et ça pourrait être servi comme ça, comme je l'ai dit, plus comme une sauce. Ce qui est vraiment agréable, c'est le fait d'avoir un peu de poireau cru dedans, ça donne de la texture. Il y a un peu de croquant. J'ai aussi ajouté un peu plus de graines de coriandre dessus, qui n'ont pas un goût très prononcé. Mais encore une fois, ça apporte de la texture. Ce que j'aime, c'est qu'aucune des saveurs individuelles ne ressort vraiment. Je craignais que la menthe ressorte, car elle peut dominer. Prends-en encore. La viande fond littéralement dans la bouche. C'est vraiment, vraiment bon. Oui, il n'y a pas grand-chose que je changerais. Ah! 3 millénaires plus tard, c'est toujours délicieux. Maintenant, oui,
Il est possible que ce ne soit pas servi comme ça, et que certains ingrédients soient différents, mais ça ne peut pas être très éloigné. La plupart des ingrédients sont les mêmes. Donc en réalité, on parle surtout d'une question de texture, ou bien est-ce qu'il saisissait la viande? Ou est-ce qu'il y a une cuisse d'agneau entière ici? Est-ce que tout était bouilli? Je pense vraiment que saisir la viande aide, ça permet de faire ressortir un peu plus de saveur. De la viande simplement bouillie. Ce n'est pas la façon la plus savoureuse de la préparer, mais c'est un plat merveilleux, vraiment merveilleux. Donc oui, si vous voulez me rejoindre à Paris pour descendre la Seine cet automne, je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez vous inscrire. Et je vous retrouve la prochaine fois sur Tasting History.